Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. On est plus de 100 personnes ce matin pour le meet-up en collaboration avec Steph. Notre meet-up de ce mois-ci s'intitule Green Logistics, optimiser ses plans de transport grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Nathalie Schaeffer, responsable marketing chez DCBrain et je profite de cette intro pour remercier les équipes de Steph et de DCBrain qui ont contribué à la préparation de cet événement. En attendant les dernières personnes, on est 120, il y a encore quelques petites secondes, on va laisser un petit peu de temps aux gens qui arrivent. Je vais vous présenter rapidement quelques fonctionnalités de Livestorm, puis on passera à la présentation des intervenants. Donc là, vous avez un premier onglet pour le chat, donc vous pouvez dès à présent dire bonjour à tout le monde. Comment vous vous sentez, ce que vous attendiez de ce meet-up. Donc voilà, la parole est à vous. Ici, nous avons les questions. Donc quand vous aurez des questions techniques, des questions par rapport aux contributions des intervenants, vous pouvez les poser ici, sachant que vous pourrez voter pour les questions des autres aussi, et puis on prendra en priorité les questions qui ont le plus de votes, histoire de poser les questions les plus pertinentes. Sachant qu'on va essayer de répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre dans le mail de follow-up qui sera envoyé cet après-midi. Ensuite, on a les sondages. Donc, dans le troisième onglet, vous avez les sondages. Donc, on va en poster 2 ou 3 durant les interventions et puis libre à vous ensuite de répondre. Voilà, donc ça, c'est pour les fonctionnalités. Je vous rappelle aussi qu'on vous enverra un mail avec les contacts des intervenants et avec les slides de DCBrain, puis aussi, bien sûr, avec le lien de replay si jamais vous devez vous déconnecter en cours de route. Voilà, donc, on a le très grand plaisir d'accueillir ce matin comme speaker Damien Chapoteau, qui est le directeur général délégué chez Steph Transport, chargé des activités flux frais du groupe Steph en France et qui représente 8900 collaborateurs et 70 sites. Et c'est aussi le porteur du projet. Suivi de Philippe Clopeau, qui est chef de projet chez nous, chez DCBrain, qui auparavant était Chief Data Officer à l'Agence nationale des fréquences. Et par ailleurs, c'est un ancien militaire, donc croyez-moi que ça file droit. Et enfin, Arnaud de Moissac, qui est le CEO de DCBrain, qu'il a cofondé en 2015. C'est un geek et c'est un pro des réseaux. Il est passé par l'INSA et Télécom Paris-Tech et il dirige aujourd'hui DCBrain. Et DCBrain est donc une entreprise qui est experte de la supply chain et on permet aux industriels de fiabiliser, optimiser et prévoir le comportement de leurs flux au sein de réseaux complexes et distribués et ou en n'importe quel type de réseau physique plus flexible, agile et efficient grâce à notre plateforme d'optimisation globale qui s'appelle INES et qui améliore le management des ressources et contribue au développement durable des activités industrielle. On travaille pour quelques dizaines de clients en France et en Europe, dont FM Logistique, Daher, ID Logistique, Lafarge Sim, La Poste et Casino, entre autres. Voilà, je passe enfin la parole à Damien Chapoteau. Voilà, Damien, donc j'ai mis la première slide de votre présentation. C'est à vous. Parfait. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à toutes et tous et je vois dans le chat qu'il y a un certain nombre de collaborateurs du groupe Steph, donc bonjour à vous et merci de partager ce moment avec nous et avec les équipes de DCBrain. Quelques éléments peut-être de contexte et de rappel alors pour l'ensemble des participants. Finalement, quelle est la raison d'être de Steph et pourquoi, pour nous, la question environnementale est clé? Eh bien, parce que notre activité, c'est avant tout, finalement, une activité dédiée au monde de la supply chain alimentaire, avec une empreinte territoriale qui est aujourd'hui européenne. On adresse un marché qui est évidemment massif, on parle de plus de 250 millions de consommateurs répartis sur ce territoire, avec une mission clé qui est la capacité finalement d'offrir et de garantir à l'ensemble de ces populations l'approvisionnement en produits alimentaires de qualité autant que se peut, avec de la diversité et bien évidemment dans les quantités nécessaires et quotidiennes. Et Dieu sait si dans les périodes que nous traversons, ce sujet est un enjeu crucial dans notre activité. Cette mission, finalement, aujourd'hui, nous la livrons, nous la délivrons sur un panel extrêmement vaste d'activités dans le monde de l'agroalimentaire, parce que finalement, nous couvrons l'ensemble des typologies de produits agroalimentaires destinés à la consommation humaine, en partant des produits frais
dans lequel nous allons retrouver tout ce qui tourne autour des produits laitiers, de la charcuterie, des produits traiteurs, etc., en passant par les produits de la mer, hein, la pêche, tout simplement, mais aussi tous les produits transformés et surgelés, jusqu'aux produits dits chocolatés ou la biscuiterie, avec, dans toutes ces gammes de produits finalement agroalimentaires, une exigence très très forte, à la fois et bien sûr autour des enjeux sanitaires et de température, bien évidemment. Hein, chacun d'entre nous devons et attendons évidemment une grande qualité de nos produits quand nous les achetons chez chacun de nos commerçants. Et puis, au-delà de ça aussi, bien évidemment, une traçabilité, une capacité finalement à adresser toute typologie d'exigences de nos clients et des clients de nos clients que sont finalement les consommateurs, vous et moi, au quotidien. Eh bien, évidemment, dans cet enjeu majeur, dans cette mission qui est la nôtre, donc de garantir en fait l'accès à ces produits de qualité, il y a un point qui est absolument fondamental, c'est la capacité d'exécuter notre job, de remplir cette mission finalement, en veillant à réduire drastiquement les émissions que nous pouvons avoir de CO2, par exemple, ou d'autres éléments qui sont liés à l'utilisation finalement des véhicules. Et ça, pour nous, c'est vraiment depuis déjà plusieurs années quelque chose qui mobilise notre énergie, cet enjeu majeur, réduire drastiquement les émissions de polluants pour assurer notre mission qui est celle de livrer des produits agroalimentaires partout en France. Pour faire face à ça, je voulais partager avec vous finalement aussi quelques métriques et la manière dont nous essayons d'agir. Finalement, dans nos activités, il y a bien sûr tout le volet autour du matériel, c'est-à-dire la technologie que nous allons utiliser sur les véhicules pour lesquels on a recours. Donc, on va à la fois faire des investissements sur des mécaniques un peu innovantes. Aujourd'hui, on utilise par exemple avec une entreprise des biocarburants qui nous ont permis là aussi d'avoir une réduction drastique des émissions de CO2. Nous avons aujourd'hui des véhicules qui roulent aussi au gaz naturel. Nous avons développé des solutions dans la production de froid qui sont innovantes aussi autour de la cryogénie par exemple. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que finalement, je le disais tout à l'heure, nous déplaçons des produits et la question de l'efficience des modèles opérationnels est un enjeu majeur. Parce que notre capacité finalement à tonne constante, ou on va dire à volume permanent et constant, de trouver des modèles opérationnels qui permettent finalement, là aussi, d'avoir les meilleurs schémas, sont des leviers massifs pour réduire, là aussi, notre impact sur l'environnement, tout en assurant un haut niveau de qualité de service, bien évidemment, et une grande capacité opérationnelle par rapport à la volumétrie de ce que nous adressons et de ce que nous transportons. Et ça fait des années maintenant, bien évidemment, que les uns ou les autres ont réfléchi sur des mécaniques pour trouver les meilleurs chemins d'optimisation. Et ça n'a échappé à personne qu'il y a parfois des masses d'informations à traiter et des masses de données d'ailleurs dont les entreprises aujourd'hui sont propriétaires, qui parfois sont un peu sous-utilisées. Pour donner quelques éléments justement quantitatifs, finalement, au quotidien, aujourd'hui, nous adressons en fait 9000 expéditeurs. Donc, nous avons 9000 clients qui nous confient de la marchandise à distribuer sur l'ensemble du territoire métropolitain. On opère ces 9000 clients au départ d'environ 70 de nos plateformes sur ce territoire aussi métropolitain, avec tout un tas de contraintes, comme vous pouvez l'imaginer, liées déjà à l'exigence de nos clients, des consommateurs. Hein. Chacun d'entre nous, on souhaite, quand l'on va faire nos courses chez notre boucher, dans l'hypermarché de notre région, trouver l'ensemble des gammes de produits qui nous sont promises. Et puis, bien sûr, il y a les enjeux liés à la typologie même des produits que nous transportons, qui apportent un niveau de contrainte extrêmement élevé. C'est la question des DLC, des dates limites de consommation, puisque là aussi, nous sommes des consommateurs les uns et les autres. Et ce que nous souhaitons, c'est que cette date limite de consommation, dans notre propre frigo et pas dans les frigos de Steph, soit la plus longue possible. Et nous allons livrer tous les jours environ 100 000 destinataires différents. Et bien sûr, les 9000 clients sont capables d'aller chez ces 100 000 destinataires
avec tout le champ de contraintes que je viens d'évoquer précédemment. Donc, il nous était impossible finalement de trouver humainement, alors je ne dis pas que les êtres humains n'ont pas cette capacité intellectuelle, c'est juste la capacité après en rapport au temps de nos opérations qui étaient devenues extrêmement complexes, de trouver finalement les leviers d'optimisation nécessaires, tenant compte évidemment de ces enjeux environnementaux que j'évoquais en préambule. Et face à tous ces facteurs, à cette complexité finalement et au nombre croissant de paramètres à gérer, nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions adresser finalement l'optimisation de nos opérations. On a eu un certain nombre d'initiatives au cours des années avec des succès plus ou moins grands. Et puis finalement, ensuite, il y a eu l'histoire d'une rencontre où, grâce à l'un de nos collaborateurs, qui est Benjamin Dremont, qui, dans le cadre d'une formation qu'il avait accomplie, il a rencontré en fait la société DCBrain. Et cette rencontre nous a finalement ouvert de nouvelles perspectives et ouvert de nouveaux champs autour de finalement un outil nouveau, un peu différenciant pour optimiser, pour trouver une mécanique de modélisation de notre réseau qui soit plus efficiente. Nous sommes rencontrés donc sous l'impulsion de Benjamin il y a maintenant 2 ans avec les équipes de DCBrain, dont Benjamin, mais qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Je me souviens, c'était à Station F à l'époque, un endroit ô combien connu pour les startups. Et lors de cet entretien, finalement, à l'époque, et nous et DCBrain, d'ailleurs, on n'avait pas forcément une vision extrêmement claire de ce que nous pouvions faire. DCBrain avait beaucoup travaillé à l'époque sur des réseaux plutôt d'énergie, mais finalement, moi qui ne suis pas un spécialiste de ces questions des systèmes d'information, j'ai cru comprendre qu'un électron, c'était jamais qu'un tout petit camion, et que finalement, la question des réseaux, ce qui est notre activité, partir de partout en France pour aller partout avec tout ce champ de contraintes, vraisemblablement, il y avait peut-être une histoire à écrire ensemble. Et donc, grâce à cette rencontre, eh bien, nous avons décidé finalement d'utiliser ces nouvelles technologies, et ça, je laisserai bien sûr et Arnaud et Philippe détailler la manière dont nous avançons ensemble, mais en tout cas, de se dire, bah voilà, il faut absolument que à travers ces technologies nouvelles que sont la modélisation des graphes, l'utilisation de nos données, et Dieu sait si elles sont nombreuses dans notre entreprise, mais dans beaucoup d'entreprises, avec ces nouvelles technos qu'on appelle l'intelligence artificielle, enfin, tout ce champ nouveau, en fait, on a pressenti une véritable opportunité, finalement, pour nous de trouver un outil, enfin, qui nous permettrait de modéliser. Et j'insiste, c'est pas un outil d'exploitation, c'est bien un outil de modélisation, c'est-à-dire de définir le schéma opérationnel le plus pertinent. Et la décision, elle continuera d'appartenir à nos exploitants parce que l'intelligence humaine, je fais partie de ces gens qui accordent beaucoup d'importance à l'intelligence humaine. Je dis pas que l'artificiel peut pas nous aider, la preuve, mais en tout cas, c'est l'intelligence humaine qui portera toujours le champ de la décision. Et donc, on a décidé de lancer un premier POC pour se faire un ordre d'idée, à la fois pour DCBrain et pour nous, de la robustesse ou pas de cette solution. Finalement, ce premier POC a été satisfaisant. On a remis encore un peu plus de contraintes pour faire un deuxième POC pour vraiment se rassurer ou s'assurer de la capacité de l'outil à adresser nos problématiques. Et puis, ce deuxième POC nous a apporté de nouveaux enseignements qui nous ont semblé tout à fait pertinents aussi. Et donc, nous avons décidé de sceller un partenariat avec donc DCBrain, dans lequel, évidemment, nous sommes en train de finaliser la construction, parce qu'en juin, en théorie, nous aurons la version définitive de l'outil pour Steph. Et notre ambition, donc, à travers cet outil, eh bien, c'est à la fois d'avoir une meilleure utilisation de nos moyens, grâce à une modélisation du réseau, c'est pas la partie distribution, mais c'est bien la partie réseau, c'est-à-dire la manière dont on relie entre elles l'ensemble de nos clients, de nos destinataires à travers nos filiales. Et de la même manière, s'assurer évidemment d'une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre grâce justement
à une meilleure optimisation des moyens de transport. Je parle bien de modélisation, pourquoi? Parce que ça, c'est un point qui est important. Nous sommes sur des activités qui peuvent bouger. Et finalement, aujourd'hui, quand on fabrique un plan de traction, on a souvent des visions plutôt ou trilatérales, c'est-à-dire que ce sont deux filiales qui vont décider de quel schéma opérationnel elles vont pouvoir mettre en œuvre. Eh bien là, on va étendre le périmètre grâce à cet outil de modélisation pour proposer des solutions tout à fait pertinentes et innovantes. Et le deuxième POC que nous avons fait nous a démontré qu'entre le schéma que nous mettions en œuvre avec les outils que nous avons aujourd'hui et la proposition que nous faisait DC Brain, il y avait réellement des gains en termes de CO2 significatifs, mais aussi en termes de qualité de service, puisqu'il est hors de question, évidemment, même si nos clients attendent de nous d'être vertueux, on ne peut pas renoncer à la qualité de service, et même au contraire, nous devons quotidiennement veiller à accroître ce niveau de qualité de service. Donc finalement, grâce à cet outil innovant, grâce à cette mixité de technologies, nous avons réussi à définir finalement des modèles opérationnels nouveaux et qui devront finalement nous permettre d'atteindre nos ambitions à 2025 puis 2030 en termes de réduction des gaz à effet de serre et porter finalement à la fois notre mission, délivrer des produits agroalimentaires quotidiennement, mais aussi en respectant notre planète. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Et donc, en théorie, nous déploierons cet outil à partir du deuxième semestre, enfin nous déploierons les solutions de la modélisation à compter du deuxième semestre de 2020 de manière industrielle, parce que là, on a déjà fait des expérimentations, comme je vous le disais, et on étendra en fait au fur et à mesure du temps sur l'ensemble du territoire. Voilà en quelques mots et quelques images ce que je pouvais partager avec vous sur cette aventure que nous sommes en train d'écrire avec DC Brain. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup. Alors on a une première question de la part de Benoît qui voudrait savoir, chez Steph, la flotte est-elle propre ou est-elle sous-traitée? Alors, nous avons aujourd'hui recours à du parc propre dans les deux sens du terme d'ailleurs. Propre au sens notre parc et au sens le plus propre possible grâce aux technologies que j'évoquais précédemment, en particulier biogaz et biodiesel. Pour vous donner une part entre la sous-traitance et le parc propre, nous sommes environ à 55% en parc propre et 45% en parc sous-traité. Après, il peut y avoir évidemment des variations en fonction des périodes, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Très bien. Alors, on a une nouvelle question. Et la modélisation intègre bien les sous-traitants. Pardon, excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi, non. Allez-y. Non, je disais oui, pardon. Dans notre modélisation, on intègre bien les moyens de nos sous-traitants, puisqu'effectivement, le but, c'est bien notre activité que nous modélisons et pas en particulier tel ou tel type de moyens. Très bien. Nous avons une autre question de Marc qui voudrait savoir quelle articulation avec les outils d'optimisation de tournée. Alors, on est vraiment sur deux logiques assez différentes. Donc, là, la partie DC Brain, elle adresse ce qu'on appelle, nous, le réseau, c'est-à-dire tous les chemins de traction depuis toutes les régions de France vers les plateformes. Ça n'adresse pas l'optimisation des tournées de distribution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à la différence des outils d'optimisation de tournée dont qu'on a déjà parfois développé, là, on n'est vraiment pas dans un outil d'exploitation, c'est un outil de modélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit un schéma opérationnel cible et idéal. OK. Ce schéma opérationnel cible et idéal, donc de traction entre toutes nos filiales de France et de Navarre, elle est mise à disposition de nos exploitants. Hein. C'est pour ça que je disais, c'est toujours l'intelligence de nos exploitants à la fin qui fait la mise en œuvre pour s'assurer, parce que parfois, il peut y avoir des niveaux de contraintes qui n'ont pas été mis dans l'outil, etc., etc. Et pour conduire le changement et mettre en œuvre ces chemins-là. Donc, il n'y a pas de chevauchement et ça adresse des problématiques différentes entre les outils d'optimisation dits de tournée, c'est-à-dire qui sont orientés distribution, et cet outil qui, lui, est uniquement orienté schéma de traction et plan de transport de nos tractions. Ok,
Très bien, merci beaucoup. On va prendre alors on va prendre 2 questions. Il y a Véronique qui voudrait savoir, vous avez évoqué les moyens de transport à hydrogène. Est-ce que les tests et les déploiements sont en cours et quid des stations de ravitaillement? Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. On n'a pas déployé encore, enfin, ça ne saurait tarder, mais on est en train de travailler avec plusieurs constructeurs sur des solutions en fait hydrogène. À date, honnêtement, c'est vraiment au stade expérimental. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons pas, donc j'ai rencontré il n'y a encore pas très longtemps d'ailleurs des fournisseurs d'énergie, enfin, pour ne pas le citer, Engie, qui travaillent sur ces questions de mise à disposition de l'hydrogène. La vraie problématique, c'est exactement celle-ci, c'est la capacité de ravitaillement. Aujourd'hui, c'est marginal, je crois qu'il y a 6 stations en France, enfin, on est sur vraiment quelque chose de expérimental, mais dans lequel il y a de grandes attentes de notre part, mais aussi de la part des constructeurs, et vraiment, vraisemblablement, quelque chose d'assez transformant. À date, moi, je ne suis pas un spécialiste encore, nous ne sommes que les utilisateurs, mais on pense que c'est un chemin de transformation, l'hydrogène, qui est plutôt à 10-15 ans minimum, et que ça n'adressera d'ailleurs pas tous les besoins du monde du transport. Pour autant, on souhaite être présent tout de suite. C'est pour ça que nous opérons déjà un certain nombre de tests, à la fois d'ailleurs sur la partie de la mobilité, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les véhicules roulent avec de la pile à combustible, enfin, c'est jamais qu'un moteur électrique qui est alimenté ensuite à l'hydrogène par une pile à combustible, et ou pour la production de froid aussi d'ailleurs, on a certaines expérimentations sur le sujet. Donc vraiment, l'hydrogène, c'est pas déployé, c'est expérimental. Parfait, merci. On va prendre une dernière question et ensuite, Damien, vous pourrez répondre aux questions qui restent dans l'onglet de droite directement. Alors, la dernière question est, envisagez-vous d'intégrer des tournées de distribution? Non, à ce stade, ça ne fait pas partie du champ. Je dis bien à ce stade, hein, encore une fois, les choses se font parfois de manière itérative, mais pour le moment, ça c'est peut-être le côté un peu trop terrien qui me caractérise, mais je souhaite que déjà nous allions au bout de ce que nous sommes en train de faire sur ce volet des tractions. Ensuite, il n'y a que ce qui se mesure qui s'améliore, et donc nous allons, dès le déploiement de cette solution, mesurer de manière drastique, grâce à notre calculateur de CO2, les effets bénéfiques attendus. Et puis après, nous verrons si, oui ou non, il y a des dérivés possibles sur la partie de la distribution. Mais en tout cas, à ce stade, je souhaite que nous restions concentrés, même si on a tous collectivement un niveau d'enthousiasme élevé. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais un peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, avant d'aller au-delà, je souhaite que l'on mesure de manière très concrète et robuste les effets de cet investissement. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y a tout plein de questions qui sont arrivées là en cours de route. Je ne vois pas forcément. Mais... Attendez, si. Ouais. Ok. Je vais essayer d'y répondre si je peux par écrit. Oui, alors vous avez la possibilité de répondre par écrit. Toutes les personnes qui sont là ont, comme je le disais, la possibilité de voter pour des questions. Donc, s'il y a une question qui vraiment se détache des autres, on essaiera d'y répondre à la fin de ce meet-up. Et maintenant, je vais passer la parole à Philippe Clopeau, donc notre chef de projet. Philippe, tu as la main sur les slides, je pense. J'espère. Non, tu peux enchaîner. Allez-y. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci pour cette présentation. D'ailleurs, je vais pouvoir rebondir sur pas mal de sujets qu'il a évoqués, parce que c'est assez étonnant en tant que chef de projet d'intervenir sur un webinaire sur la supply un peu green. Tu as trouvé mes slides? C'est bien. Du coup, bonjour à tous déjà. Dans un premier temps, merci de votre bienveillance, parce que c'est pas simple de parler à un écran. C'est un peu schizophrène, mais on se met dans la peau d'un speaker de télévision, mais c'est pas très grave. Donc du coup, merci de votre attention. Donc les quelques-uns qui vont suivre, on va vous parler un petit peu de la réalisation du projet de Steph, entre autres, mais sur la méthodologie qu'on a déployée sur Steph, on l'a évidemment déployée sur d'autres clients supply, parce que effectivement, quand on transforme l'essai, c'est qui est marqué en haut là, ça permet d'arriver à aboutir et de faire attirer des projets. Donc, personnellement, j'ai déjà été confronté par le passé à ce type de situation. C'est-à-dire que quand je dirige un data lab, c'est toujours été très compliqué de passer de la phase plutôt de démonstrateur à la phase d'industrialisation. Donc,
pour passer de ce prototype en indus, donc ça peut être très compliqué. Donc, je vais vous expliquer ça dans les 75 slides qui suivent. Non, je plaisante. En fait, il y en a 90. Mais je vais vous en parler donc, des facteurs clés de réussite que nous avons identifiés sur le sujet de la supply et un peu de méthodologie, afin que tout le monde puisse comprendre comment d'ici Brain, on arrive à transformer l'essai. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nathalie. Alors, les facteurs clés de réussite. Merci. Donc, ce qui est très important, et Damien l'a rappelé, c'est on est, alors surtout encore plus moi, je suis dans un environnement chez DC Brain entouré de gens de très 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 haut niveau. Je comprends pas toujours tout ce qu'ils me disent. Ça part des fois dans des sujets hyper complexes et dans ces cas-là, je regrette de ne pas être commercial. Donc et c'est très compliqué pour moi d'arriver à comprendre des fois ce qu'ils me racontent. Mais bon, mon travail, c'est justement de vulgariser tout ça. Alors, ce qui est très important, et ce que l'a dit Damien, qui est beaucoup plus intelligent que moi, mais néanmoins, lui non plus n'est pas un technicien, c'est de comprendre et de dire, on fait un projet, on fait un projet pour répondre à des besoins métiers et pas poussé par la technologie. Aujourd'hui, malheureusement, encore trop souvent, on a des cahiers des charges qui arrivent avec projet portant sur l'intelligence artificielle, projet portant sur l'hybridia. Avec ça, c'est pas simple. En fait, on a besoin d'avoir des cas métiers. Alors, évidemment, aujourd'hui, ces projets-là, on les adresse quand même. Comment? On envoie sur place, on va discuter avec le client, on envoie sur place un ingénieur de chez nous qui part avec un commercial pour comprendre les use cases et les traduire de façon à essayer de trouver ce que Damien a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un périmètre assez précis de façon à ce qu'on puisse adresser ce cas-là. Donc, les facteurs clés de réussite, donc c'est vraiment ne pas essayer de penser je veux absolument adresser un projet sur la technologie qui est top. Non, mais j'ai vraiment un use case et je dois y arriver. Donc, il faut absolument, ce serait vraiment important d'identifier ces use cases, donc ces pains, ces douleurs, où qu'on puisse aborder, quoi. Donc, la réussite d'un projet, c'est ce que j'ai marqué là, porter sur l'innovation technique, passe toujours par la détermination d'un use case pertinent. Après, ce qui est important aussi, ça Damien l'a bien expliqué aussi, c'est de prendre des raccourcis intelligents sur les règles métiers afin de ne pas trop contraindre l'optime. Une optimisation de réseau, si vous mettez toutes les règles métiers, absolument toutes les règles que vous avez déjà dans votre réseau, l'optime va faire exactement la même chose que vous faites tous les jours. Donc, la nécessité d'avoir, de laisser des capacités à optimiser. Donc, j'en parlerai tout à l'heure aussi sur les 3 commandements que j'ai identifiés, qui sont des trucs à ne pas oublier pour moi, en tout cas, et qui sont importants, hein, bien sûr, ça sujet à débat. Hein. Mais là, ce qui est important pour pas contraindre l'optime, c'est de pas mettre des règles qui reproduisent exactement la réalité, parce que effectivement, l'optimiseur, il fera la même chose. Donc, on n'a pas de gain, il faut laisser la capacité d'aller chercher de l'optime. Derrière tout ça, il faut passer du temps à analyser les résultats de l'optimisation. C'est ce que avait expliqué Damien dans le cadre de Steph, notamment, quand on a fait le premier prototype, on a pris des règles, ils ont exactement appliqué cette méthodologie ou ce process. En fait, ils n'ont pas contraint l'optimiseur. Je me rappelle avec Bernard, au départ, on avait dit que les agences étaient à capacité illimitée, il n'y avait pas de notion de quai, il n'y avait pas de notion de quai de réception, il n'y a pas de notion de porte. On avait dit, on met les agences, on les occupe à 100%, on s'en occupe pas, quoi. Et on calcule l'optime pour vérifier cette valeur ajoutée qu'on pouvait dégager. Et ça, c'était le premier périmètre. Donc, effectivement, une fois qu'on a eu ça, on a analysé les données avec le client, bien sûr, hein, parce qu'il fallait qu'il nous a posé plein de questions en disant mais pourquoi l'optime fait ci, pourquoi l'optime fait ça. Donc, il a fallu répondre, réagir et expliquer le raisonnement. Et uniquement les résultats, pas comment on le fait, mais uniquement les résultats. On s'est concentré sur les résultats pour avoir des résultats un peu pertinents. D'ailleurs, c'est ce qu'a très bien expliqué Damien tout à l'heure. C'est là-dessus qu'il a déclenché le deuxième prototype pour affiner ses résultats. Quand il a vu que la promesse était là, chez Steph, ils se sont dit, bon, il faut creuser ça parce qu'effectivement, on est encore loin de la réalité. Et pour vraiment avoir cette vision de ce que pourrait apporter de l'optime sur notre plan de transport, il faut qu'on creuse plus finement sur ces règles métiers-là, l'ajout des nouvelles règles métiers, de façon à ce qu'on ait des résultats plus pertinents et plus proches de la réalité. C'est ce qu'on a fait dans un deuxième prototype où là, on a tenu compte, on a commencé à mettre des choses assez complexes, comme par exemple les quais, le taux d'occupation des agences, on a pu les limiter à 75% parce que dans le deuxième tiers pour éviter de les saturer, etc., etc. Donc, on a intégré pas mal de règles métiers. Aujourd'hui, dans l'outil là qui va passer en production, j'ai fait le calcul, il y a 45 paramètres
Donc, des paramètres, c'est ce que j'appelle des règles, hein, c'est-à-dire qui sont des comptes, je vais trouver mes mots, des paramètres, c'est-à-dire que c'est des valeurs qu'on peut modifier directement dans l'interface graphique avant pour configurer l'optimiseur. Et derrière, il y a à peu près une centaine de règles métiers qui se discutent entre elles en permanence pour contrôler la cohérence de l'ensemble du plan de transport qui va être proposé. Alors, très important chez nous qu'on met en place et que d'ailleurs Damien pourrait témoigner parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble sur ce sujet-là et d'autres clients, bien entendu, c'est qu'on ne lâche jamais le métier, même en production. Pourquoi je dis le métier? Parce qu'on est un outil. Nos interlocuteurs, c'est le métier, pas la DSI. C'est-à-dire qu'on parle, malgré qu'on soit des techs, on parle avec les métiers. Ils ont des problèmes métiers et la DSI, c'est un service qui nous aide beaucoup, bien sûr, mais on parle beaucoup. On parle avec eux pour les échanges des data et les flux, mais on parle beaucoup avec le métier pour les aider parce qu'on s'aperçoit que l'optimiseur, une fois qu'il est en production, il y a une sorte un besoin de SAV sur les résultats qu'il produit. Même si lors des prototypes, des phases d'essai, des tests et tout ça, on explique beaucoup les résultats obtenus, on a quand même toujours derrière cette nécessité de support qui permet à nos utilisateurs de pouvoir poser des questions sur des résultats qui peuvent être sujets à interprétation. Donc, on a besoin, et puis on ne peut pas s'affranchir peut-être du fait aussi que on ait oublié une règle métier ou qui est potentiellement un petit bug et qu'on puisse le corriger. Donc, on est en permanence, et c'est super important pour nous, d'être tout le temps connecté avec nos clients. C'est fondamental. Après, derrière, c'est un truc qui est très important, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si nos sujets, si on adresse des use cases pertinents et on ne pousse pas de la technologie, néanmoins, derrière, on a quand même des techniciens de très haut de très haut niveau, de mathématiciens, des data scientists, bref, je ne vais pas tous les citer, mais de très haut niveau, qui se sont appropriés les sujets de la supply. Ils sont devenus, pas des spécialistes, mais néanmoins, certains d'entre eux ont atteint un très bon niveau de compréhension des enjeux métiers et peuvent avoir un discours avec les clients supply de métier à métier, quasiment. Donc, on a compris. Alors, on adresse les sujets supply, évidemment, il y a là, le cas de Steph dont on parle ce matin, c'est des plans de transport, mais on adresse aussi des problématiques d'entrepôt. Et quand on va chez les gens, chez les clients, on discute avec eux. En fait, il y a des vrais débats de fond sur la façon de faire et de procéder. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, ça, c'est super important pour nous. Et puis, évidemment, on tisse des liens forts et de confiance avec nos clients. C'est super important de pouvoir tout se dire et de pouvoir tout entendre. Alors, ça peut, effectivement, dans une démarche assez plutôt commerciale, on pourrait se dire, je suis le client, j'achète un truc, j'estime que je veux ça, et vous exécutez. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, effectivement, il y a toujours cette relation client-fournisseur. Néanmoins, il y a toujours ces échanges en permanence et il est de mon devoir, alors moi, en tant que chef de tous les responsables de tous les projets, mais surtout de celui-là qui est quand même important, c'est de remonter, de remonter les alertes et de dire les choses et je dois aussi les entendre. Donc, c'est très important de mettre le dialogue entre le client et le fournisseur, parce que pour nous, on a des confiances, on a leur confiance. C'est ce qu'a expliqué Damien tout à l'heure. C'est important qu'on puisse. Je pense que quand DC Brain dit quelque chose à un de ses clients, aujourd'hui, il écoute et il réfléchit à nos argumentaires et derrière tout ça, il prend des décisions avec son libre arbitre, bien entendu. Slide suivant, s'il te plaît, Nathalie. Tu fais ça super bien. Donc, transformer l'essai, c'est passage donc du pilote à l'indus, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est toujours une problématique, surtout quand on rentre chez un client par l'innovation. Alors, c'est le seul moment où je vais parler un peu de green. J'ai cherché un moment quand même dans mes slides. Ce qui est important à déterminer, c'est une règle simple de calcul des coûts. Alors, il ne faut pas se cacher la vérité. Aujourd'hui, même si Damien le dit que c'est important pour Steph, et je l'entends, et c'est important pour tout le monde, de limiter l'impact carbone de la planète, ça c'est complètement indispensable. Mais aujourd'hui, c'est difficile à mesurer. Ce qui est facile à mesurer, c'est les coûts en euros d'un plan de transport versus un autre plan de transport, ou d'une optimisation d'une chaîne de prod versus une autre chaîne de prod, etc., etc. Donc là,
La détermination d'une règle simple de calcul, pourquoi il faut faire ça? Ça permet de mesurer le ROI. Et déjà, dès la phase de prototype, ce qui permet d'enclencher cette partie confiance que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à, derrière, enclencher le passage en production. Donc, comment on fait ça? Il faut qu'on se mette d'accord sur des règles de calcul assez simples. C'est-à-dire, on va dire, j'en sais rien, on va calculer un coût au kilomètre du camion roulé, un coût de l'allocation du véhicule à la journée, etc., etc. Et qui va permettre de lancer l'optime. C'est-à-dire qu'en fait, on va optimiser sur des gains au départ. Et évidemment, le CO2 derrière va forcément arriver. Pourquoi? Parce que si votre flotte en propre, vous la faites rouler, a fait plus de kilomètres, peut-être qu'elle va polluer plus. Néanmoins, vous allez louer moins de camions. Donc, du coup, vous allez limiter le nombre de véhicules sur la route. Donc, du coup, vous allez limiter l'impact CO2. Mais néanmoins, il faut quand même tout le temps avoir cette règle simple de calcul. Et en général, enfin, 99,9%, c'est les euros qui permettent d'évaluer la pertinence des plans de transport proposés. Comment on fait ça? On analyse les données d'exploitation sur une durée déterminée. Dans le cadre de STEF, ça a été un mois complet en septembre 2019. On avait pris leurs données et on a calculé un plan de transport, nous, avec une optime. On a calculé à nouveau, tout ça validé par le métier, bien sûr. On a calculé, bien sûr, leur plan de transport, le coût de leur plan de transport historique, et on a recalculé le coût de plan de transport que nous avons optimisé. Et derrière, il y avait une valeur qui était forcément plutôt tendance optimiseur, qui faisait gagner un peu de sous à Steph. Et c'est comme ça qu'on est passé qu'on a validé la qualité des résultats. Une partie. Derrière, évidemment, il a fallu aller. Ça, c'est Steph qui s'en occupait, qui a envoyé Geoffroy et puis Bernard chez directement des agences avec les plans de transport calculés par nous, qui ont, comme l'a si bien dit Damien tout à l'heure, qui ont regardé ce qu'on avait proposé en optimisation et qui ont dit, les agences en l'occurrence, 3 de mémoire, qui ont dit qu'effectivement, en consultant le plan de transport proposé par l'optimiseur, les résultats qui étaient proposés étaient applicables dans la vraie vie. Ce qui a enclenché, bien entendu, derrière l'élaboration du cahier des charges qui est en cours de réalisation pour livrer l'outil, comme l'a dit Damien, en juin de cette année. Donc, évidemment, nous, ce qu'il faut, c'est, pour aussi passer en Indus, il faut bien sûr proposer une optimisation qui soit adaptée à vos besoins, à vos technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si vous travaillez avec des flottes de chauffeurs qui utilisent un téléphone portable, on ne peut pas, derrière, il faut qu'on adapte la technologie de façon à ce qu'elle soit reproductive sur ce type de terminaux. Après, si vous faites une optimisation en temps réel, comme chez un de nos clients où il recalcule son plan de transport 2 fois par jour à chaque arrivée de flot doté, des ordres de transfert. Donc ça, effectivement, on ne peut pas mettre une optime qui dure 6 jours de calcul. Il faut que, voilà, donc il faut adapter donc l'optimisation aux besoins des clients et à leur technologie. Évidemment, je viens de le dire, on a cette notion importante pour transformer l'essai de validation de l'optimisation, c'est-à-dire qu'il faut que le client soit convaincu des gains, qu'il soit convaincu aussi que ça peut induire, ce qu'a expliqué Damien, même si c'est un outil qu'on propose d'aide à la décision. Chez chacun de nos clients, on s'interface directement sur les flux de production. On n'est plus un outil d'aide à la décision, mais un outil de production. Du coup, cette notion de validation de l'optimisation, c'est important parce que ça permet aussi de s'assurer et de maîtriser le change management, qui est quelque chose de très important, enfin de change management dans le sens de la façon de travailler, pas forcément l'impact sur l'humain. Damien l'a très bien expliqué, la parole reste à la fin toujours à l'humain qui prend une décision. Néanmoins, il y a une façon de travailler qui est forcément différente. À chaque fois qu'on intègre un outil, la façon de travailler dans les processus, forcément, il y a des effets de bord et il faut l'accompagner. Alors, c'est dans le cadre de Steph, ça a été pris en compte par Steph, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi donc, pour la transformation de l'essai, c'est-à-dire du passage du pilote à l'indus. Là, on ne blague plus. On est en production, donc il faudra bien sûr accompagner un peu tout ça pour que tout le monde puisse s'approprier. Donc là, le chiffrage de la solution versus celle issue de l'historique, effectivement, c'est fondamental, je viens de vous l'expliquer. Et après, évidemment, tout ce que je viens de vous décrire, c'est les phases, donc lancement d'optimisation réelle, analyse des choix proposés, validation. C'est le dernier step avant le passage en production de notre outil. Voici comment on transforme un peu l'essai chez DC One. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Si tu veux bien passer sur le slide suivant, s'il te plaît, Nathalie. Les 3 commandements qui sont pour moi super importants à ne pas oublier. Alors, c'est très concis, mais par contre, on peut en débattre pendant des heures.
Les data, vaste sujet. Alors, en capacité de fournir les data propres et exploitables, tu seras. Alors ça, chez 99% de nos clients, on entend dire aucun souci, et pour 99,9% de nos clients, ça devient un souci très rapidement. Même si d'ici Brain, on est en capacité aujourd'hui de traiter des données, de faire de l'optime sans données, parce une fois qu'on a compris ce qu'on avait besoin pour travailler en matière première, une fois qu'on l'a validé avec nos clients, on est capable évidemment de créer avec des algos des données qui ont sens, qui sont pas réelles, mais qui ont sens. Donc on peut créer des données, nous travailler déjà, faire des propositions là-dessus. Néanmoins, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, il ne faut jamais l'évacuer. C'est tout le temps très compliqué et la qualité est souvent un problème. On arrive à le tordre, hein, mais ça prend toujours un peu plus de temps. Et d'ailleurs, c'est souvent, si on glisse un petit peu, c'est souvent à cause de ça et c'est un vrai sujet. Et ça, il faut en être conscient. Après, il y a plein de solutions pour s'en sortir, mais c'est tout le temps compliqué. Donc, les contraintes, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, en langage simple et sans utiliser la phrase « sauf dans ce cas-là, tu communiqueras ». Alors, les contraintes, différence entre une contrainte et une règle, pour nous, une contrainte, c'est quelque chose qui est fort, hein, qui est violent. Par exemple, j'avais noté une là, pour m'amuser. Donc, la contrainte, c'est, par exemple, on peut se dire que… je reprends juste mes notes. Donc, la contrainte, ça serait de dire que l'agence, par exemple, une agence, la contrainte, la règle, ça serait de dire je dois livrer quoi qu'il je dois livrer quoi qu'il arrive une agence pendant ses heures d'ouverture. Ça, c'est une contrainte. Bon, ok, pas de sujet. Donc, on doit se débrouiller pour que les camions, ils arrivent à l'agence pendant les heures d'ouverture, quand c'est défini. Donc, vous allez le client nous les définit, pas de problème. Et la règle, ça va être ce qui est marqué en dessous. C'est de mettre des fourchettes. C'est-à-dire, par exemple, on va dire l'agence A, elle est ouverte de 8h à midi et l'agence B, elle est ouverte l'après-midi. Et quand les flux arrivent à l'agence A en dehors de ces heures d'ouverture, alors les flux sont basculés à l'agence B. Donc, dit comme ça, cette règle, elle peut s'appliquer. Sauf qu'on peut aussi avoir des règles qui peuvent venir extrêmement complexes. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique au-dessus, hein, c'est-à-dire de se dire, par exemple, sauf… Alors, donc, je reprends l'exemple. L'agence A est déroutée vers l'agence B l'après-midi, sauf si c'est René qui conduit le camion, car le mercredi après-midi, il doit passer à l'agence C pour récupérer le flux de Paul que Paul a déposé pour lui, mais cela uniquement le 3e mercredi de chaque mois. Et dans le cas où René est en congé, alors cette règle ne s'applique pas. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans des parce qu'on va chercher la petite bête et c'est pas bon parce que du coup, on rajoute une couche de complexité telle que on risque de faire capoter le projet carrément, à force de rajouter des règles métiers comme ça d'une complexité dingue pour essayer de tuer tous les sujets. Dans le cadre de Steph, on est un outil de la décision. Donc, dans ces outils-là, effectivement, on laisse une part importante, encore Damien l'a souligné, une part très importante à l'humain. Donc, il ne faut pas essayer absolument de vouloir tout rentrer dedans parce que ça ne pourra pas marcher. Ou alors, ça mettra des temps de calcul qui sont tellement longs qu'on lancerait un plan d'optimisation lundi, on aurait les résultats 3-4 semaines après et c'est beaucoup trop long. Voilà, donc je pense, tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Tu fais vraiment ça très bien. Donc voilà, j'ai donc déroulé les 90 slides que j'avais prévus. J'ai pas dépassé mon temps de parole, Nathalie? Ça va. Non, très bien, merci beaucoup, Philippe. Alors, il y a quelques petites questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, il y a Laure qui voudrait savoir, au niveau de la méthodologie, les échanges sont à quelle fréquence? Est-ce qu'on parle de quotidien, d'hebdo, de mensuel? Et combien de temps est-ce qu'il vous faut pour réaliser l'optimisation? Alors, la première question, c'est hebdomadaire. Alors, on a plusieurs… quand on travaille, en général, on bat la mesure toutes les semaines. Toutes les semaines, on se parle. Ça, c'est le comité de projet. C'est-à-dire qu'on se parle avec les métiers, avec le lead projet donc, de chez Steph. Et on fait des comités de pilotage tous les mois, à peu près. Ça, c'est la fréquence des comités. Après, les chefs de projet, donc, ils ont mon numéro de téléphone portable, ils m'appellent n'importe quand. Dès qu'il y a une question, n'importe quand. Après, la deuxième question, excuse-moi Nathalie, c'était sur… Combien de temps est-ce qu'il faut pour réaliser l'optimisation? Alors, je vais répondre par une réponse extrêmement précise. Ça dépend.
Ça dépend. Un projet comme Steph, par exemple, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le périmètre à adresser, ce qui était le cas, on s'est serré la main. Damien, tu me corriges si je dis une bêtise. On s'est serré la main, je crois, fin décembre 2020, en disant on y va. Oui, sur la partie build du dossier, oui. Sinon, on s'était serré la main il y a 2 ans, mais virtuellement. Mais ouais, c'est ça. La main depuis 2 ans justement, donc il y a d'autres. Oui, c'est vrai. Du coup, et la partie réalisation, en fait, voilà, c'est 6 mois de codage. Là, effectivement, sur Steph, ça a mis plus de temps parce qu'on a phasé le projet sur plusieurs étapes parce qu'évidemment, il y avait une notion de compréhension du besoin. Mais aujourd'hui, on est, selon la complexité du projet adressé, on va de 4 à 6 mois au passage en production. Okay, merci Philippe. Dernière question et puis on va passer à Arnaud. Comment s'intègre l'outil versus le TMS, voudrait savoir Benoît. Alors, ça, c'est une question qu'on a souvent. En fait, nous, on est dans le cloud, donc il n'y a pas trop de difficultés pour nous. En fait, on demande juste que la DSI fournit un extract, on fournit un modèle de données au départ du projet, en accord avec le client, encore une fois. C'est-à-dire qu'on valide ensemble, et voilà les données que notre outil a besoin de manger pour pouvoir produire des résultats. On fournit un MCD, donc avec des colonnes, avec un format de fichier. On adresse ça à la DSI, qui va faire des requêtes dans le TMS et qui va nous les poser sur un serveur. On va venir les chercher à la fréquence qu'on aura définie ensemble. Évidemment, typiquement aujourd'hui chez Steph, dans le premier tiers qu'on va fournir au mois de juin, c'est le client, donc la personne qui va faire la simulation, comme l'a dit Damien, c'était un outil de décision, qui va aller chercher des fichiers sur un serveur, qui va pouvoir les importer. Ça fonctionne déjà, on a livré ça cette semaine. Il va pouvoir les importer, il va pouvoir consulter les erreurs qu'il a fait sur le fichier, les corriger à la main, et ou demander à la DSI de corriger ses requêtes de façon à avoir les fichiers au format. Et ça, aujourd'hui, c'est un apport manuel. Beaucoup de nos clients nous demandent ça quand ils sont dans une démarche d'outil de décision. Quand on est dans une démarche plutôt d'outils qui s'interface avec une chaîne de production directe, effectivement, là, il faut automatiser. On le fait sur des clients aussi, où on récupère soit les données la nuit, on fait tourner l'optimiseur, on donne les résultats le matin, soit c'est au bouton, il déclenche un tir, ça va chercher les données sur un serveur, on les récupère, on lance nos calculs et on met les résultats, etc., etc. Donc, on s'interface on essaye, en fait, c'est ce qu'on appelle un couplage faible. On essaye d'avoir un couplage faible avec les DSI parce que c'est tout de suite très compliqué dès qu'on met un couplage fort. C'est-à-dire qu'il y a une modification sur des applications historiques du TMS, par exemple, ça peut avoir un impact sur nos résultats. Donc, on essaye d'avoir le couplage le plus faible possible de façon à limiter les impacts et le risque que s'il y a une évolution du côté DSI, legacy de nos clients, ça a un impact sur notre outil à nous. Ok, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il y a encore pas mal de questions qui arrivent, donc tu peux soit y répondre directement, ou alors on y répondra tout à la fin. Donc là, je vais passer la main à Arnaud. Arnaud, tu as la main sur les slides, normalement, si tu cliques à droite. Nathalie. Voilà. Super. Je voulais déjà remercier Damien d'être présent aujourd'hui pour nous parler de ce magnifique cas d'usage et de déploiement. Je voulais quand même souligner qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce projet, alors même si ça nous arrive de plus en plus souvent, mais c'est que Steph nous a demandé en fait de travailler sur leur cœur de business, le transport. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet d'innovation à côté du business pour tester des trucs parce que c'est sympa et que ça fait joli. On a tout de suite travaillé sur le dur, le cœur du business, l'attraction. Ce qui accessoirement permet d'aller chercher des gros gains, mais ça veut dire que c'est une vraie prise de risque de la part de Steph d'avoir fait ça. Et je pense que du coup, le jeu en vole un chandelle puisque les gains sont là, mais ça valait le coup d'être souligné. L'innovation, c'est surtout utile quand on s'attaque aux vrais problèmes. Voilà, donc c'était juste une petite intro comme ça, donc merci pour ça. Donc le but de cette présentation, c'est de vous parler, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de supply, de green, de machin. Je vais essayer de vous expliquer peut-être déjà ce qu'on fait de différent des autres et en fait quel type d'intelligence artificielle peut servir à faire quoi. Et notamment, il y a très souvent
on a très souvent des oppositions des métiers qui nous disent vous êtes gentils, mais vos histoires de réseau de neurones, ça peut pas fonctionner sur la supply chain. Et alors, sans vouloir faire de teasing, mais en fait, ils ont assez raison. Ça ne sert pas à grand-chose et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, donc évidemment, j'ai parlé du cas du jour, du cas de Steph, mais en fait, ça s'applique à peu près à tous les réseaux. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre le plus possible après. Voilà, donc quelques mots sur DC Brain. Donc, on est éditeur de logiciels. Donc, on est une scale-up, comme on dit, une start-up qui grossit bien. Historiquement, comme le rappelait Damien, on a commencé par des réseaux d'énergie, des réseaux de fluide. Donc, on a commencé dans l'électricité, après on a fait des réseaux de gaz, après on a fait des réseaux de chaleur urbain. Et puis un jour, il y a des gens de la supply, c'était des gens d'idées, si je me souviens bien, qui sont venus nous voir en disant, mais en fait, vous allez mettre des camions dans votre outil. Donc, nous, on était à l'époque une start-up jeune et disciplinée. On a dit, non, on ne met pas de camions, on ne se disperse pas. Ils ont un peu insisté. Et puis, on a commencé à mettre des camions dans l'outil. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça marchait très, très bien. Parce que, comme disait Damien, c'est un électron, c'est un mini-camion. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et notamment, ça explique pourquoi être opérateur de réseau de transport, c'est plus compliqué que d'être opérateur de réseau d'énergie. En fait, le métier de la supply est beaucoup plus compliqué pour de vrai que le métier de l'énergie, mais l'idée est claire, voilà. Donc voilà, donc il a fallu qu'on travaille un peu quand même pour vraiment basculer sur le côté supply, parce qu'il y a quand même des effets de seuil qu'on n'a pas dans le fluide. Je reviendrai dessus, mais par exemple, quand un camion, ça fait 33 palettes, quand on en met 32, ça se passe bien. Quand on en met 34, c'est la catastrophe parce qu'il faut un deuxième camion. On n'a pas ça en fait dans les réseaux de fluide. Il y a des effets de seuil assez violents qui font tout le bonheur de travailler sur des réseaux de supply. Voilà, et donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur les réseaux de gaz et les réseaux de transport et de supply avec des gens comme FM, Steph, bien évidemment, Daer, voilà, des gens comme ça. Peut-être à propos de nous, donc on a gagné plein de trucs, on est dans le Gartner depuis 2 ans maintenant sur la partie Digital Twin. Et on les a même pas payés pour ça, donc on est assez fiers de ça. Je vais prendre une histoire que j'aime bien pour vous raconter ce qu'on fait, et puis c'est assez révélateur, je trouve, de ce qui se passe dans la supply aujourd'hui. En avril, donc c'était fin avril, l'Europe a organisé, donc vous vous souvenez sans doute, c'était juste après le début du confinement, l'Europe a organisé un hackathon géant, le plus grand du monde, qui s'appelait EU versus Virus. Donc l'idée, c'était de rassembler toutes les solutions innovantes, toutes les startups d'Europe pour trouver des solutions pour lutter contre la propagation du virus. Et donc, il y avait quand même plus de 2000 projets, plus de 20 000 participants, 140 pays participants. Et nous, en fait, on a gagné le challenge Value Chain et Logistique. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a gagné ça? Parce qu'en fait, on a été capable, pendant les 48 heures, de modifier notre solution pour inclure en fait des fermetures de frontières et des confinements d'entrepôts. Et après, on a pris des données en open data sur c'était le sujet du moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fallait être capable de livrer les masques, de livrer des respirateurs. Donc, on a fait ça et on a montré, c'est la petite photo qu'il y a là. Alors, je ne pense pas que vous voyez ma souris quand je bouge. Non, du coup, ça va être plus compliqué, c'est pas grave. C'est la photo qui est en bas où on voit qu'on a fermé le Benelux, vous voyez les petits sens interdits, et que du coup, il y a une grosse partie du trafic de transport qui passe plutôt par l'Italie, enfin par le sud de l'Europe. Voilà. Et donc avec ça, on a été capable de montrer en fait l'impact sur les délais de livraison, sur les coûts. Alors évidemment, c'était très macro, en 48 heures, il ne faut pas non plus avec les données qu'on avait, mais voilà, on est capable de faire ça. Alors pourquoi je vous parle du Covid, au-delà de ce qu'on est capable de faire? Parce que je pense que moi, en fait, avant, quand j'expliquais à mes proches que je travaillais sur la supply, les gens me regardaient bizarrement. Alors déjà, quand je leur disais avant que je travaillais sur des réseaux de chaleur et des réseaux de gaz, ils voyaient vaguement ce que c'était et à quoi ça servait, mais déjà, ils me regardaient bizarrement. Et quand je disais que je travaillais sur la supply, ils me disaient, mais pourquoi tu travailles sur des camions, tu deviens conducteur de camion? J'ai dit, en fait, non, c'est un peu important la supply. Et en fait, il y a une prise de conscience de la part du grand public de l'importance vitale des réseaux de supply, des réseaux de transport pendant le Covid. Ça a été un truc de dingue, c'est-à-dire que d'un seul coup, le fait de travailler avec les gens qui transportent, alors à l'époque c'était le papier toilette, mais pas que, les biens de première nécessité, les masques, les respirateurs, la nourriture, les sacs de riz, tout ça, et en fait voir pour tous ces gens-là l'impact, tout le grand public, l'impact
que peut avoir la supply quand elle se met à dysfonctionner tellement elle est sous stress, parce que ça a été un énorme problème de stress pour tout le métier. Ça a été un révélateur et les gens se sont rendus compte à quel point c'était critique, à quel point ces fonctions étaient critiques. Et les gens ont compris qu'il n'y avait pas d'économie moderne sans supply. Donc ça a été un point vraiment d'inflexion en termes de prise de conscience du grand public. Alors ça n'a pas fondamentalement changé notre business, mais en tout cas, je trouve que ça a été un beau révélateur en fait de l'importance de nos métiers auprès du grand public. Le deuxième point, c'est que ça a été un immense stress test aussi pour toute la profession. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait certes une augmentation de volume et une diminution de certains autres volumes, etc. Mais c'est surtout qu'en termes d'incertitude et de complexité, ça a vraiment explosé. On a eu des bullwhip effects dans tous les sens, donc des décalages entre la commande, la réalisation, etc. On a eu des contraintes de fermeture, des contraintes de redimensionnement des réseaux de transport, etc. Et là, en fait, il y avait des sous-jacents qui étaient là depuis un moment, qui étaient, en fait, oui, le réseau, donc Damien en parlait tout à l'heure, devient de plus en plus compliqué à opérer, il y a de plus en plus d'incertitudes, comme les intempéries. Et ben là, on a eu tout d'un coup. Et là, les gens se sont rendus compte que, en fait, Excel, c'était sympa, mais en fait, ça suffisait définitivement plus. Et on a beau avoir 30 ans de métier, connaître par cœur son métier, parce qu'évidemment, des gens comme Steph ou d'autres n'ont pas attendu DC Brain pour faire leur métier. Ça fait 100 ans que Steph opère. Dans le réseau d'énergie, c'est pareil, on n'a pas attendu DC Brain pour le faire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une telle complexité, une telle dynamicité qu'en fait, on ne s'en sort plus avec les outils traditionnels. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été une très belle expérience pour nous et je trouve que même pour le métier, en fait, pour la profession, le Covid, on va mettre de côté tout le côté tragique de la pandémie, mais ça a été vraiment un point d'inflexion dans la prise de conscience de plein de choses. Voilà. Autre sujet, et puis après je vais vous parler, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est le CO2. Donc effectivement, il y a tout un sujet sur le green. Alors pourquoi est-ce que les gens s'énervent un peu sur le transport et le CO2? Tout simplement parce que, donc ça c'est, je vous ai mis les sources, c'est un peu du patchwork, mais ça donne les grandes tendances. Donc le transport, il est là, c'est 23% des émissions de CO2 dans le monde. OK ? Et sur ces 23% de CO2, ce qu'on voit là, alors oui, du coup, vous ne voyez pas ma souris, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on voit à gauche, le camembert de gauche. Donc c'est 24,6% du CO2, d'émissions de CO2 dans le monde. Le camembert en haut à droite, il montre quoi? Il montre que la partie qui nous intéresse, tout ce qui est fret, camion, on est à 30% de ces 30%, donc, de ces 23%. Donc ça reste pas loin de 10%. Donc en fait, c'est une part réellement importante des émissions de CO2 dans le monde. En dessous, je vous ai mis un graphique de l'Agence internationale de l'énergie qui montre la répartition entre les camions, le transport de passagers, etc. Les camions, on le voit, donc on est, comme je disais, on est dans les 30%. C'est quelque chose qui est vraiment important. Là, les prévisions de l'IAE montrent les courbes dans une logique de on s'améliore en continu avec tout ce qu'on a sous la main. Ça reste en croissance pour les prochaines années. Ça va finir par décroître dans longtemps. Comment ça décroît? En fait, Damien en a très bien parlé. C'est on verdifie ou on verdit, on va dire, les transports, donc hydrogène, biométhane, électrique, etc., etc. Mais c'est comme dans les réseaux d'énergie qu'on opère, la meilleure façon d'économiser du CO2, c'est de ne pas en émettre. À savoir, c'est faire rouler moins de camions sur les routes. Et faire rouler moins de camions sur les routes, en fait, c'est faire plus de partage, plus de taux de remplissage. C'est être capable, en fait, d'utiliser au maximum les camions qu'on a. Ça tombe bien parce qu'il y a comme une tension sur le marché du camion. Et donc, pour faire ça, en fait, il faut être capable de mixer plein de contraintes, plein de besoins, plein de sources, plein de destinations. Et c'est là où ça devient réellement trop compliqué pour être fait sous Excel avec même la personne qui a le plus de métiers. Il y a trop d'incertitudes, trop de contraintes, trop de paramètres. Donc, c'est là où on intervient. Alors, souvent, on parle d'intelligence artificielle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Généralement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de ce qu'on appelle du machine learning, donc de l'apprentissage automatique. Donc, le deep learning, c'est pareil, sauf qu'on utilise des réseaux de neurones, mais ce n'est pas très important, ce n'est pas le sujet du jour. Souvent, on me dit, le machine learning, on ne peut pas optimiser la supply avec. Et en fait, c'est vrai, on ne peut pas faire grand-chose. Le machine learning, ça vous permet de faire deux choses. Vous verrez, en fait, souvent, vous avez déjà fait au moins la première partie sous Excel. Donc, ce qu'on a à gauche, vous voyez, on a un ensemble de points et on a un trait bleu. Ça, c'est quoi? C'est j'ai des points, par exemple, c'est en Y. Alors, je vais essayer de vraiment rester très, très basique dans les maths. Ne vous inquiétez pas. Je sais que certains ont des mauvais souvenirs de classe. L'axe en Y, c'est par exemple ma demande. Et l'axe en X, c'est la météo. Je vends des bouteilles d'eau, par exemple. Et donc, plus il fait chaud,
plus je vends des bouteilles d'eau, d'accord? Donc, pour entraîner un modèle de prévision de la demande, en fait, j'ai des points, c'est mon historique de vente. En fonction de la météo, je sais combien de bouteilles d'eau j'ai vendues. Donc ça, c'est toutes mes petites croisillons noires. Et ben en fait, le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Le machine learning, l'IA, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va trouver la droite qui se rapproche le plus de mes petits croisillons, de mes points. Et du coup, je vais être capable de dire, quand il va faire 30 degrés, en fait, je vais vendre tant de bouteilles d'eau. Alors évidemment, on ne va pas avoir que de la température extérieure. Donc on passe en dessous, l'espèce de plan bizarre. Là, typiquement, on a la température en bas, on a rajouté par exemple le mois, et puis en haut, en Y, on a la demande. Et donc, on voit qu'on peut rajouter plein de paramètres comme, je ne sais pas moi, plein de paramètres météo, les vacances, la saisonnalité, enfin plein de choses comme ça. On prend les points du passé et avec ça, on est capable de deviner, de prédire en fait quelle va être la demande. Donc ça, c'est pour le coup très efficace, c'est l'IA un peu classique qu'on voit aujourd'hui. Ça permet de faire de la prévision de demande, de la prévision d'activité d'entrepôt, des choses comme ça. L'autre grand classique de l'IA, c'est ce qu'on a à droite. Vous voyez, il y a des croix, il y a des ronds, et en fait, on va être capable de faire ce qu'on appelle de la classification. C'est-à-dire qu'à partir de données qu'on ne connaît pas bien, on va être capable de dire, en fait, ça c'est une croix ou ça c'est un rond. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut servir, par exemple, à détecter des problèmes. On voit, par exemple, que il y a une croix au milieu de rond, ça c'est la détection d'anomalies. Ça peut permettre également de classer des fournisseurs. On sait qu'il y a des fournisseurs de transport, par exemple, qui sont fiables, d'autres qui ne sont pas fiables. Avec ce type de technique, on est capable de donner un score de fiabilité, par exemple, à des fournisseurs. Donc ça peut être super intéressant. Mais généralement, en fait, avoir une meilleure prévision de la demande ou un meilleur scoring de fournisseurs, par exemple, c'est juste le début de l'histoire. C'est que ça va vous dire, attention, dans 15 jours, j'ai une augmentation de 20% de ce que je dois livrer. Mais une fois que vous savez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir l'impact que ça a sur votre réseau. Et c'est là où ça devient compliqué. OK, vous avez votre point de départ, mais maintenant, tout reste à faire. Et c'est là où, en fait, on utilise le plus les compétences métiers des gens. C'est comment faire pour que ces 20% d'augmentation de la demande, en fait, ça passe sur le réseau sans m'exploser tous mes coûts. Et là, le problème qu'on a, c'est que, en fait, on peut difficilement utiliser les données du passé. Pourquoi? Parce que pour répondre à cette augmentation, ou même pour répondre à votre quotidien, il y a des milliards de configurations possibles. Parce que vous avez des milliers de camions, vous avez des dizaines de milliers de commandes, vous avez une centaine d'agences réparties dans toute la France. Tout ça, c'est émaillé, etc. Donc, si on devait étudier toutes les possibilités pour répondre à cette demande, en fait, ça représente des milliards de configurations possibles. Donc, on n'a pas le temps de le faire. Et puis, comme la situation change tous les jours, même si vous avez 5 années de données, en fait, concrètement, il y a très peu de chances pour que la situation de demain, vous l'ayez déjà rencontrée dans le passé. Et notamment si en plus vous rajoutez de l'incertitude liée je sais pas moi, aux intempéries, à des choses comme ça, en fait, c'est à peu près sûr que vous ne l'avez pas rencontré dans le passé. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser le passé pour optimiser le futur. Vous pouvez utiliser le passé pour prédire quelle va être l'activité dans le futur, mais pas pour optimiser. Et puis, le pire, c'est que pour avoir des bons modèles de machine learning, il faut beaucoup de données. On l'a vu, c'est ce qu'on voyait là avec mes petits points. Vous comprenez bien que sur la partie de gauche, plus j'ai de petits croisillons, plus j'ai de petits points, meilleur sera le modèle. Bon, mais en fait, vu l'étendue des réseaux, des commandes, des camions, des contraintes, des machins, en fait, vous n'avez pas assez de data pour entraîner des bons modèles. C'est pour ça que traditionnellement, dans la supply, on utilise ce qu'on appelle des solvers. C'est des espèces de simulateurs qui sont capables de simuler de façon très précise le comportement d'un réseau. Le gros intérêt également, ce qui est super important, c'est que ça permet de mettre des règles en dur. C'est-à-dire que, je reviens sur mon exemple de camion qui va être capable de prendre 33 palettes. Si vous utilisez une approche, on va dire statistique comme on a là, en fait, le modèle va vous dire, oui, si j'envoie des palettes dans ce camion, ça devrait passer, je devrais en avoir 32 avec une incertitude, parce que c'est un modèle statistique, de 2 palettes. OK, mais 32 plus une incertitude de 2 palettes, ça veut dire 34, c'est-à-dire qu'on passe à 2 camions, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat ne vaut strictement rien. Donc, c'est pour ça qu'on a des approches plus qu'on appelle déterministes par solver, où on fait des vraies simulations et on met des règles en dur. Donc ça fonctionne très bien, c'est ce qui existe depuis longtemps. Le gros problème de ces solvers, de ces optimiseurs, c'est qu'ils sont très lents au calcul. Et plus le réseau est compliqué et plus c'est lent, voire dans le cadre d'un réseau comme Steph, la majeure partie des optimiseurs du marché ne sont même pas capables en fait, de converger, comme on dit, c'est-à-dire de trouver une solution. C'est trop compliqué en fait. Donc voilà, c'est compliqué à configurer, c'est très long à déployer et c'est limité dans les réponses que ça apporte.
Donc, vous allez me dire, OK, mais si l'IA, le machine learning, c'est pas assez précis et que les solvers, c'est trop lent, qu'est-ce que DC Brain apporte vu que vous faites de l'IA? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de l'IA hybride. C'est-à-dire qu'on essaye de mélanger, de faire le meilleur des deux mondes, le classique, les solvers, qui permet d'avoir des contraintes très rigoureuses et des réponses qui répondent à ces contraintes, avec du deep learning qui permet d'aller extrêmement vite. Alors, il y a un autre cas d'hybride AI qui est très connu du grand public, même si souvent il est mal compris. C'est ce qu'a fait Google, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, ils ont gagné contre le champion du monde de Go. Donc le Go, ça ressemble un peu à la logistique. Faut se projeter, hein, bien sûr. Mais en gros, il y a des règles qu'on n'a pas le droit de ne pas respecter. On ne peut pas tricher au Go. On ne peut pas dire, statistiquement, j'aurais le droit de bouger mon pion là. Non, le pion, on a le droit de le bouger ou on n'a pas le droit de le bouger. Donc, il y a de la place dans votre entrepôt, il y a des quais dispo ou il n'y a pas de quais dispo. C'est pas 34 palettes, c'est 33 palettes. Le froid, c'est telle température, c'est pas telle autre température. Voilà, donc vous avez des contraintes très dures. Dans le Go, vous avez des contraintes très dures comme ça. Et donc, c'est pour ça que... Et pareil, dans le Go, vous avez des milliards de possibilités. C'est pour ça qu'on a longtemps cru que c'était impossible qu'un ordinateur gagne. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on a lu dans la presse, c'est que Google avait gagné le champion du monde de Go grâce au réseau de neurones, grâce à ce que je vous ai expliqué, le machine learning. C'est complètement faux, en fait. C'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a des règles à respecter. Les réseaux de neurones sont incapables de respecter des règles en dur. Donc, ce qu'a fait Google, enfin DeepMind, le labo de Google anglais, c'est qu'ils ont utilisé des techniques classiques, donc un truc qui s'appelle même le Monte Carlo Research. Donc c'est un algorithme qui permet de jouer au Go. Donc vous reconnaissez, vous voyez des petits arbres, hein, ça ressemble à des réseaux logistiques. Donc il y a toujours des histoires de graphes, d'arbres, etc. Donc un peu de la façon dont on modélise un réseau de supply. Hein. Damien parlait de graphes tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc ils ont utilisé en fait des méthodes classiques, d'optimisation classiques, qui permettent de respecter des règles, mais ils ont rajouté par-dessus des réseaux de neurones qui sont capables d'avoir une sorte de super intuition. Un peu comme un opérationnel face à un problème, parce qu'il connaît son métier, il est très fort, il va être capable de dire, a priori, la bonne solution, c'est celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon expérience, mais je sais d'expérience que la bonne solution, elle se trouve par là, elle ne se trouve pas par là. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette histoire de Go. C'est qu'en fait, les algos classiques d'optimisation ont été nourris et enrichis par des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'ils pouvaient en fait converger beaucoup plus vite et trouver des solutions beaucoup plus rapidement, parce que quand ils anticipaient des coûts, quand ils cherchaient des coûts, il y avait à côté d'eux un réseau de neurones qui leur disait « va pas chercher dans cette direction, parce que c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas bon. Par contre, cherche dans cette direction, et là, tu trouveras le bon coup qui va te permettre de gagner. » Et c'est cette hybridation qui a permis en fait à Google de gagner contre le champion du monde de Go. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne, c'est-à-dire que on va utiliser des méthodes classiques qui sont dopées en fait avec des méthodes d'IA modernes qui permettent d'aller extrêmement vite et de prendre des problèmes beaucoup trop compliqués pour les solvers classiques. Et le truc sympa, c'est que du coup, comme on a cette approche classique, s'il n'y a pas beaucoup de données, ça marche quand même. C'est juste que ça se rapproche des performances des solvers classiques. Et plus on a de données, et plus ça s'améliore, et plus ça va vite, et plus c'est vraiment collé à la réalité terrain. Voilà. Et du coup, pour finir là-dessus, ça concrètement, ça permet de faire quoi chez DC Brain? Cette approche hybride, ça permet de travailler sur des plans de transport, donc de faire l'optimisation de plans de transport comme du network design. Si je rajoute ça dans le réseau, qu'est-ce qui se passe? Si je rebelote sur la façon dont je gère mes agences, qu'est-ce qui se passe? Si j'essaye d'optimiser mes boucles de retour, je sais le faire, etc. On peut descendre au niveau opérationnel. On peut aussi faire du machine learning classique, forecast, détection d'anomalies. Donc ça permet vraiment d'aller chercher d'énormes gains au niveau plan de transport. Et ça permet également, quand vous êtes en pénurie de camions, de sécuriser votre delivery. Ça, c'est un truc super important, c'est la qualité de service. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, évidemment, avec Steph, parce que c'est le premier truc dont ils nous ont parlé. En fait, quand vous êtes capable de mieux remplir vos camions, vous êtes surtout capable de sécuriser votre delivery et d'être moins dépendant des aléas qu'on peut avoir sur des plans de transport et sur des camions. Et donc, c'est aussi d'abord un sujet de fiabilité, d'optimisation de la fiabilité. Et puis, ça marche également pour côté affréteur, ce qu'on a fait avec Lafarge. J'ai des usines de production, j'ai des stocks, j'ai des clients à livrer. Ce n'est pas exactement comme du transport, c'est plutôt les clients des transporteurs. Comment j'optimise d'un point de vue macro également ma chaîne logistique.
Et ce qu'on a fait typiquement avec DR, c'est de l'optimisation de stockage sur l'intralogistique. C'est pareil, pour nous, c'est des flux entrants, des flux sortants avec des stockages très dédiés. Et donc, typiquement, avec notre outil, ils ont été capables, toujours les mêmes techno-hybrides, ils ont été capables sur les sites d'ITER d'éviter de construire un entrepôt en plus, ce qui représente beaucoup d'argent. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que, n'hésitez pas sur les questions, que vous avez bien compris. Donc, et ce sont vraiment ces techniques qu'on a appliquées chez Steph. Et croyez-moi, vu la complexité du réseau de Steph, en fait, il n'y avait pas le choix. Soit on appliquait ça, soit ça ne fonctionnait pas, en fait. Si, et je vais finir là-dessus, parce que c'est super important. Quand on fait de l'optimisation, il faut être très pragmatique, même avec des technos aussi avancés. Il faut être pragmatique sur les contraintes. C'est-à-dire que généralement, vous avez, je sais pas moi, une petite partie des contraintes qui va vous permettre de gérer 80% du gain, et les 20% de contraintes en plus, ça va être en fait, c'est pas ça qui va vous faire gagner en fait de l'argent. Donc, en intégrant juste les contraintes les plus importantes, ça permet de donner en fait un scénario de base sur lequel des opérationnels vont pouvoir travailler, parce que ceux qui connaissent réellement toutes les contraintes métiers et qui sont capables de les intégrer super rapidement, ça reste les humains, ça reste les gens qui connaissent leur métier. Et en fait, il ne faut pas rêver. L'IA générale qui pourrait optimiser un réseau de transport sans les humains, ça n'existe pas. Il y aura toujours besoin des opérationnels terrain. Par contre, de la même façon qu'un opérationnel a besoin d'un fichier Excel, avait besoin d'un fichier Excel, aujourd'hui, il a besoin d'un outil beaucoup plus robuste et beaucoup plus intelligent pour lui dégrossir au maximum le travail, pour lui permettre de prendre les bonnes décisions. Mais sans l'humain, rendez-vous dans 10 ans, mais ça n'aura pas changé. Même dans 10 ans, on aura toujours besoin de l'humain pour aller au bout du problème, en fait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Arnaud, pour ton intervention. Donc, il y a encore plein de questions qui sont arrivées. J'ai vu que Damien avait bien travaillé durant les interventions de Philippe et Arnaud. On va essayer, puisqu'il nous reste 3-4 minutes, on va essayer de répondre aux questions qui restent, qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Alors, il y a François qui voudrait savoir, bonjour, le périmètre d'application est modélisé pour la partie traction. Est-ce que les boucles sont-elles possibles ou imaginables? La réutilisation de moyens, la gestion des retours type emballage, oui. Ça, c'est envisageable. Oui. Ça, c'était d'ailleurs une des parties les plus sympas, c'est que les boucles, c'est vital, on le sait tous. Hein. Donc, je pense que Damien en parlerait beaucoup mieux que moi, mais oui, ça prend en compte les boucles. Hein. Oui, tout à fait. C'est un des éléments que nous avons effectivement demandé d'intégrer dans l'outil. C'est effectivement la capacité à organiser, créer des boucles en tenant compte, bien sûr aussi, on ne l'a jamais dit, mais comme chacun le sait, notre métier est un métier qui a un certain nombre de règles réglementaires et législatives sur les temps de travail, les temps de conduite, et tout ça est bien sûr intégré, même si Philippe le disait, il ne faut pas multiplier les contraintes. Ces contraintes-là, elles font bien partie de la modélisation, de l'optimisation, sinon ça n'aurait pas de sens. Et donc les boucles, oui, ça fait partie du périmètre. Parfait, merci. Il y a Julie qui voudrait savoir si la modélisation est dynamique, au sens où si de nouveaux fournisseurs s'ajoutent à votre business, est-ce que le plan de transport sera modifié automatiquement? Non, il n'y a pas d'auto. Ah, pardon. Je t'en prie. Non, comme je le disais, on n'est pas dans un outil d'exploitation quotidien. On ne va pas modéliser tous les jours le réseau. C'est nous qui allons décider à quel moment on lancera des modélisations nouvelles du réseau. Et bien évidemment, le cas d'un client suffisamment significatif qui aurait des impacts en termes de volume, en termes de localisation, libre à nous de relancer une modélisation, on va dire, du réseau, pour en mesurer les impacts de l'intégration de ce nouveau client ou nouvelle plateforme aussi. D'ailleurs, ça marche dans le sens client, mais ça peut marcher on a une réflexion autour d'un territoire dans lequel nous considérerions que nous avons peut-être intérêt à nous implanter. Eh bien, on peut là aussi modéliser en disant, même si elle n'existe pas, mais en la définissant, ses critères, etc. Et voilà. Donc la réponse est oui, on peut à chaque fois, on le souhaitera finalement, remodéliser le réseau de traction. Ce ne sera pas en revanche systématique et ce ne sera pas automatique. C'est vraiment nous qui le déciderons, eu égard au fait que, encore une fois, ça n'a pas vocation à tous les matins changer. Parce que derrière, il y a des êtres humains, je le rappelle, nombreux, tous nos conducteurs, nos collaborateurs, donc on ne peut pas non plus casser tous les matins un schéma de traction, parce que, encore une fois, il faut aussi tenir compte des équilibres de vie perso, vie pro pour nos collaborateurs, et on ne pourrait pas tous les jours leur demander de totalement changer finalement leur organisation de travail. Donc c'est un mixte, c'est pour ça que je parle de modélisation et pas d'outils d'exploitation, c'est vraiment un mixte entre trouver l'efficience en conservant aussi, bien évidemment,
les éléments clés autour de la gestion de nos collaborateurs. Si je peux rajouter quelque chose, hein, c'est pour ça que c'est l'outil, hein, quand on a créé DC Brain avec Benjamin, on était frustrés par en gros, il y avait les opérationnels d'un côté, et puis quand on voulait faire des modélisations stratégiques, on s'adressait en gros au bureau d'études interne de la boîte, qui avait ses propres outils que personne ne comprenait, et ça mettait des mois à sortir, et en fait, il y avait toujours une inadéquation entre ce qui se passait sur le terrain et les modélisations tout en haut. Donc, quand on a construit en fait l'outil, on est vraiment parti sur cette logique de dynamicité. C'est comment est-ce qu'on peut faire comment en fait toutes ces modélisations, toutes ces optimisations puissent être utilisées au plus proche du terrain avec la vraie réalité terrain. C'est pour ça que la partie données est super importante, ce qui nous différencie d'un solver classique. C'est que typiquement, un solver, il va avoir tendance à faire une optimisation un peu théorique. Nous, on met un point d'honneur à ce qu'on puisse rentrer des réalités terrain, comme on a le droit de changer que 10% du volume de camions et encore que ceux qui ont tel truc et tout, parce que c'est-à-dire qu'on doit pouvoir en fait rentrer la réalité dans l'outil et travailler à partir de cette réalité. Le but, c'est pas d'avoir des scénarios qui sont hors sol. C'est justement ça qui est intéressant dans l'approche hybride, c'est qu'on peut rentrer des données réelles dedans pour nourrir en fait la partie optimale. Parfait. Alors, une petite dernière et après, on va vraiment s'arrêter parce qu'il est déjà 10h01. Eve voudrait savoir, en termes d'accélération de la multimodalité, quel peut être le rôle de Steph et de l'IA? Peut-être en 30 secondes chacun. Alors ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une très bonne réponse. En fait, nous travaillons aussi sur des sujets autour des autres moyens de transport. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre mission, en fait, ce n'est pas d'avoir des camions. Notre mission, c'est d'être capable de mettre à disposition les produits de nos clients vers les destinataires. Une caricature, mais je dis ça souvent, c'est que si demain on me démontre que la montgolfière, c'est le meilleur outil et le plus efficient de tous, on aura des montgolfières. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que parfois on peut avoir le prix, parce qu'effectivement, nous, le sujet, c'est le camion. Ce n'est pas le camion. Nous, notre mission chez Steph, c'est vraiment celle de mettre à disposition ces produits agroalimentaires. Donc aujourd'hui, en fait, quand on regarde les solutions multimodales, je suis en train de travailler par exemple sur une solution actuellement un peu particulière, sur du fluvial, pour tout vous dire, de manière un peu expérimentale. À ce stade, on n'a pas encore trouvé, pour être très, très transparent et très honnête, les meilleurs outils ou la plus grande efficience répondant à l'ensemble des contraintes. On fait déjà du multimodal sur le rail, par exemple, sur certaines activités. Dans le monde du fruits et légumes, par exemple, il y a de l'activité qui est faite sur le rail. Mais honnêtement, à ce stade, en tout cas, on n'a pas bien encore réussi à trouver l'équation. Demain, je réponds entre guillemets, mais sous couvert de ce que pourraient dire Philippe et Arnaud, mais finalement, le train, la péniche, le camion, c'est jamais qu'un moyen finalement, entre guillemets, et ça ne change pas la logique derrière qui est de dire ce moyen, je dois le saturer, ce moyen, je dois faire en sorte qu'il respecte des contraintes. Alors effectivement, un port, ça n'a peut-être pas les mêmes contraintes un entrepôt sur un port n'a peut-être pas les mêmes contraintes qu'un entrepôt avec des portes à quai, mais pour moi, l'outil ne sera pas un frein, au contraire, pourra peut-être nous permettre, voilà, c'est des contraintes nouvelles vraisemblablement, mais c'est jamais qu'un moyen. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai mis des réserves sur la qualité de ma réponse, mais je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est quand même ça, c'est de se dire, ne voyons pas le camion comme une finalité, mais bien comme un moyen. Et ça fait 25 ans que je suis dans ce métier du transport, donc rassurez-vous, j'ai de l'attachement au camion, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen qui a démontré sa plus grande efficience dans les exigences qui sont les nôtres, en fait. Très bien. Alors, on va clore du coup, puisqu'il est 10h03. Donc, on était très nombreux. Il y avait beaucoup de questions. Donc, toutes celles auxquelles on n'a pas pu répondre, on va essayer d'y répondre par la suite. Donc, soit dans l'email qu'on va vous envoyer, l'email récap, ou alors sur notre site. Donc, merci encore une fois à tous d'être venus. Merci beaucoup à Steph, à Damien Chapoteau, à toutes les équipes chez Steph, parce qu'il y avait un petit peu de monde pour préparer ce meet-up. Donc, merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochains meet-ups qui auront lieu à peu près tous les mois. Donc, je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn aussi. Voilà, merci beaucoup à tous et puis très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.